C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement. Madame, Messieurs, l'émission a fait le déplacement ce jour vers le bureau du Cercle des réformateurs intègres du Congo. C'est avec la présidente de cette structure, de cette organisation politique que nous allons échanger autour de l'implication de la femme dans le développement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Stéphanie Mbombo, qui est bien sûr notre invitée de ce jour, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Le Cercle des réformateurs intègres du Congo, un mouvement qui est depuis quelque temps disponible en République démocratique du Congo, CRIC. CRIC en question, c'est quoi? CRIC, en fait, comme vous l'avez dit, c'est comme le CRIC de la voiture. Hein. À quoi ça sert? C'est que chacun doit l'avoir avec soi. CRIC, c'est un rôle très important pour soulever une voiture et changer le pneu et démarrer. Donc déjà, même la vision de du cycle de notre parti politique a une grande signification. Donc, CRIC, comme vous l'avez dit, c'est le Cercle de réformateurs intègres du Congo. C'est un parti politique, mais qui est aussi devenu mouvement politique parce que nous avons des alliés qui rejoignent CRIC pour en faire une plateforme politique et avoir un impact pour les prochaines élections et avoir plus d'élus et ramener en fait une majorité au président pour les prochaines élections pour qu'il puisse ramener à bien ces réformes. Madame, Messieurs, vous avez suivi que c'est un parti politique proche du pouvoir en place. C'est comme la présidente vient de souligner, un parti politique qui va donc soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un parti politique parmi d'autres partis politiques qui existent déjà en République démocratique du Congo, plus de 400 partis politiques. Quelle est la particularité que vous nous amenez? Notre particularité, c'est que nous sommes focalisés essentiellement sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous voyez, il y a 400 partis politiques, mais il y a une forte demande de partis qui ont une vision forte, qui ont un programme et qui ont un message à apporter à la population. La plupart des partis politiques sont des partis mallettes. Vous voyez, vous avez 400 partis. Pouvez-vous me citer 400 sièges de partis politiques? Il n'y en a pas. Des partis mallettes. Des partis mallettes, des partis des familles, des partis des oncles, des tantes et des neveux. Et CRIC existe parce que vraiment le jeune l'ont demandé. Nous avons senti un besoin que les jeunes ont voulu que CRIC existe. Les femmes ont voulu que CRIC existe. Voilà pourquoi nous sommes là. Stéphanie Mbombo, une jeune femme qui s'est lancée dans la politique. D'où vous est venue cette idée-là de mettre en place un parti politique qui met l'accent sur la femme congolaise en particulier, mais aussi la jeunesse de la République démocratique du Congo, et surtout un parti politique qui vient au soutien des actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? En fait, personnellement, j'ai commencé la politique à 18 ans. Donc, j'ai toujours été passionnée. À 18 ans. J'étais pas dans l'UDPS, j'étais dans le MLC. C'est là que j'ai commencé ma carrière politique dans le MLC. J'étais jeune à 18 ans, mais j'ai constaté que les jeunes étaient utilisés comme des marchepieds. Surtout les jeunes femmes, encore pire, on n'avait pas d'importance au sein du parti malheureusement. Et voilà pourquoi nous sommes dit non, j'ai quitté le parti politique, je me suis lancée dans la société civile et je suis devenue experte, j'étais diplomate congolaise, j'ai fait tout un parcours. Et puis c'est en 2017 que je me suis dit qu'il fallait, après avoir observé toute la sphère politique, la fonction publique, je me suis dit qu'il fallait un parti qui répondait aux besoins de l'entrepreneuriat au Congo. Parce que nous avons remarqué que le parti politique était là que pour le poste. Et on s'est dit non, il faut un parti qui répond vraiment aux besoins de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Nous avons 5 piliers, qui est l'entrepreneuriat, l'environnement, l'éducation, l'état de droit et les réformes. Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de réformes à faire pour que notre pays puisse développer. Je prends seulement un exemple d'une loi de réforme comme la nationalité. La double nationalité. C'est une loi qui ne représente pas notre propre société. Parce que dans chaque famille congolaise, il y a un Marocain, il y a un Américain, il y a un Français, il y a un Belge, il y a toutes sortes de nationalités dans chaque famille congolaise. Il y a un étranger. Mais nous permettons de voter des lois qui sont contre nos propres intérêts. Donc il y a lieu de faire des réformes et aussi pour les réformes fiscales. Nous ne pouvons pas entreprendre dans les conditions actuelles. La fiscalité congolaise tue l'entrepreneuriat.
Nous n'aurons jamais de compagnies, nous n'aurons jamais de startups qui vont évoluer avec le système de l'impôt actuel. Donc il faut qu'il y ait des réformes pour que l'impôt doit inciter l'entrepreneuriat et non pas tuer l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc nous sommes vigilants et nous voulons qu'il y ait des réformes nécessaires pour cela. Et aussi dans d'autres domaines comme la protection des consommateurs, parce que moi-même j'ai été secrétaire général du mouvement de protection des consommateurs du Congo pendant un long moment. Et nous voudrions vraiment que, par exemple, que le respect de normes, que l'OCC dépende aussi du ministère de la Santé. Parce qu'il y a plusieurs domaines de protection de consommateurs que nous consommons relèvent de la santé, non pas du commerce extérieur uniquement. Donc il y a tellement... L'OCC dépend aussi du ministère de la Santé. Parce que c'est la santé qui est mise en jeu. C'est la santé qui est mise en jeu. Tout ce que nous consommons, c'est vrai qu'il y a de la consommation de vêtements, la consommation de produits, des objets, des allumettes, des sacs et tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi la consommation des médicaments. Et tout ça a un impact sur notre peau, sur notre santé. Il faudrait que le ministère de la Santé s'implique dans le contrôle de normes à la France. C'est bien comme discours que vous nous amenez et il y a un bon moment que vous êtes déjà opérationnel en République démocratique du Congo. Par rapport à votre vision, qu'est-ce que vous avez déjà mené comme démarche pour que réellement ces soucis que vous avez de développement, le souci que vous avez d'impliquer la femme congolaise, les soucis que vous avez de voir aujourd'hui le jeune qui, selon vous dire, et sont utilisés dans d'autres partis, aujourd'hui s'élever pour s'impliquer dans le développement de notre pays? Jusque-là, nous sensibilisons beaucoup les femmes, nous faisons beaucoup d'actions sur le terrain. Nous descendons voir, par exemple, nous sommes allés à Kanlouka voir les personnes vivant avec handicap physique pour leur dire qu'ils avaient un handicap physique, mais dans la tête, ils pouvaient entreprendre. Donc nous donnons une sorte de sensibilisation et de formation sur le changement des mentalités et l'entrepreneuriat de jeunes. Nous sommes allés voir les mamans de Tchango, notre base à Tchango, pour discuter avec eux comment est-ce qu'on peut développer les projets de microcrédit. Nous allons bientôt aller au camp Tchachi, au camp Kokolo pour voir les femmes, les veuves militaires, les femmes militaires, pour parler avec eux comment est-ce qu'on peut renforcer leur coopérative de microcrédit. Et nous sommes afin qu'elles deviennent indépendantes. Voilà. La femme d'hier qui était toujours dépendante et tout. Quelqu'un dépendait de son homme, elle dépendait, elle avait tout le temps la main tendue. Ah oui, nous voulons vraiment que la femme se valorise elle-même. C'est ce qui est très important. Si la femme ne se valorise pas, elle ne prendra pas sa place comme il faut dans ces pays. Donc voilà pourquoi nous faisons des sens au terrain, sensibilisant les femmes et les jeunes aussi, et les hommes en fait aussi, pour qu'ils puissent innover. Nous voulons vraiment que le Congolais ait un esprit innovatif. Moi-même, je vis entre le Congo et Israël. Israël a plus de compagnies que de nombre de population. Vous voyez, ils sont 9 millions, mais ils ont plus de 10 millions. Ils ont plusieurs compagnies qui existent en Israël. Pourquoi une seule personne peut avoir 5 ou 6 compagnies? C'est ça, c'est l'État israélien qui insuffle cet entrepreneuriat dans la vie des jeunes israéliens, dans la vie des femmes israéliennes. Et c'est ce que nous voulons ramener ici au Congo exactement. Nous avons aussi vécu dans des pays, dans ma vie de diplomatie et la vie de mon mari. Nous avons vécu en Australie, au Maroc. Nous avons vu comment est-ce que l'État met un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Parce que ce sont les PME qui portent une nation. Ce sont les PME qui construisent une nation. Et ici, nous avons tendance à écraser les PME, à favoriser la vie politique. Si vous voyez comment est-ce que les gens se sont battus pour être au pouvoir, pour être au sein de ce nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Mais le problème, c'est parce que nous avons tout misé sur le riche. Ici, le riche au Congo, c'est un politicien. Non, c'est pas normal. Les riches doivent être un entrepreneur au Congo. Et aussi, nous en voulons aux entrepreneurs congolais qui ont réussi, qui ne parlent pas, qui n'expliquent pas aux autres comment réussir dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui ont bien réussi ici au Congo, l'entrepreneuriat, mais qui ont cette habitude de dire que pour mieux vivre, vivons cachés. Ils vivent cachés parce qu'ils ont peur des impôts, ils ont peur qu'on les tue, je ne sais pas quoi, mais ce sont des gens aussi qui ont réussi, qui peuvent aider les autres à réussir, à s'exprimer pour dire voilà comment nous, on a fait telle formule pour réussir, vous pouvez réussir et porter le parti. Ce n'est pas le politique qui doit financer le parti, ce sont les hommes d'affaires, c'est le business, l'entrepreneuriat qui finance des partis politiques partout ailleurs. Donc nous devons renverser les pyramides des valeurs de notre... Est-ce que vous pensez que c'est un défi facile à relever ici? Écoutez, le président a promis de créer des champions congolais, des millionnaires congolais. Nous appelons à nos voeux ce genre de promesses parce que c'est ça qui va... Malheureusement, c'est encore une promesse. Hein? C'est ça qui va ramener à renverser la balance que nous avons maintenant.
que les gens n'aient pas comme référence l'homme riche, c'est les députés, l'homme riche, c'est les ministres, parce que non, l'homme riche doit être celui qui a mouillé sa chemise, qui a pris le risque d'entreprendre. Et c'est ça, les membres du gouvernement sont là pour encadrer, créer un cadre juridique, un cadre social pour que les entrepreneurs puissent évoluer et prospérer dans leur commerce. Nous sommes là, les politiciens doivent être là pour protéger l'entrepreneur et non pas pour se transformer en entrepreneur lui-même. Vous venez de rappeler le vœu du président de la République qui tient à tout prix à faire des riches Congolais. Félix Tshisekedi a déjà consommé 2 ans, déjà vers la 3e année. Est-ce que vous pensez que dans les 2 ans qui lui restent, cette promesse sera une réalité, alors qu'aujourd'hui la corruption, qui est d'ailleurs un fléau qui tue le pays, est en train encore de prendre, de gagner encore la place malgré les efforts du gouvernement actuel, du régime actuel. Est-ce que vous pensez que cette promesse sera une réalité avant la fin du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Écoutez, nous avons soutenu l'Union sacrée, nous avons milité, nous avons sensibilisé même pour amener de grands partis comme l'ABACO dans l'Union sacrée. Nous avons parlé, nous avons communiqué autour de ça à l'étranger comme ici au pays, parce que nous avons remarqué que notre président, pendant les 2 premières années, n'a pas pu mettre en œuvre le mandat qu'il avait, son programme quinquennal en fait, n'avait pas commencé à cause de l'alliance précédente. Nous appelons à nouveau maintenant par rapport aux 2 ans et demi qui restent, que nous puissions avoir de preuves maintenant de la réalisation de son projet. Et nous sommes tous confiants. Vous savez, quand on a une bonne volonté politique, rien n'est impossible. Ce pays est un pays riche. Ce pays est un pays extrêmement riche. Nous pouvons faire un plan. Oui, les pays pauvres, pourquoi? Parce que l'argent qui devait servir à l'État allait dans des poches privées. Nous avons des caisses d'État qui sont trouées. Donc voilà, il y a plein de voleurs en cravate dans ces pays qu'on doit exactement saisir, faire des enquêtes et mettre en prison. On doit boucher le trou. Et une façon de boucher aussi le trou, ce serait les réformes fiscales. Comparez-vous que nous avons au moins 170 parafiscaux dans ces pays. Donc 170, alors les compagnies, les privés, ils sont visités 170 fois par des parafiscaux. Ça ne profite ni à l'État, ni aux compagnies elles-mêmes. Mais si nous avons un parafiscal forfaitaire, par exemple, selon chaque compagnie, on a les compagnies A qui ont autant de montants annuels, de revenus annuels, 10 000 revenus annuels, les compagnies D, ils payent 500. Je parle de façon vulgaire, de façon aléatoire. 500 $ par an pour l'impôt pour les parafiscaux, et les compagnies qui ont des revenus des millions, des 100 000 sont dans des catégories A qui peuvent payer 1 000 $. On aura des revenus pour notre pays, on aura une transparence dans la collecte de taxes. Et aussi dans le domaine des mines, nous devons être vigilants parce que nous n'avons pas, nous relayons jusqu'à présent assez que les compagnies minières déclarent avoir sorti dans nos terres. Nous n'avons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas outillés pour vérifier à la frontière ces camions quand ils sortent, combien ils ont sorti. Donc il y a moyen de mettre en œuvre de bases solides pour que nous puissions voir des résultats. Peut-être pas tous dans 2 ans. C'est impossible de soit être réaliste, il ne faut pas un coup de baguette magique. Mais dans ces 2 années, nous voulons voir les prémices de réalisation des promesses déjà et qui vont nous aider à avoir un discours pour la campagne et à faire une 2e campagne pour que nous puissions maintenant finaliser ce que nous avons commencé. Malheureusement, on a parlé de 2 ans et demi, mais ça reste dans notre mandat. Il ne reste plus que 2 ans et demi qui restent et nous devons mettre le coup, devons mettre beaucoup plus de travail, beaucoup plus de sérieux. Ils vont faire un travail de 5 ans pendant 2 ans, ces ministères. Et avec le Premier ministre que nous avons, qui est jeune, dynamique, la volonté pour le président de la République, nous restons confiants qu'ils vont donner des résultats. CRIC, un parti politique qui veut voir la femme tenir tête haute face à l'homme, la femme devenir homme avec grand H. Aujourd'hui, on parle de développement. La République démocratique du Congo sur le chemin du développement. Est-ce que la femme a un rôle à jouer dans les développements de la RDC? Oui, quand nous parlons de la femme et de l'homme, nous devons toujours faire une différence. Moi, je tiens à ça par rapport à une valeur chrétienne entre l'épouse et le mari.
Donc ici, quand on parle que la femme prenne tête à l'homme, les hommes crient au scandale, on veut tuer nos foyers. Donc il y a une différence entre la femme en tant qu'épouse dans son foyer, où il joue le rôle de la femme soumise si elle veut, comment ça se passe dans sa maison. Voilà, nous n'entrons pas dans cette cuisine interne, mais dès qu'elle sort de sa maison, la femme doit se mettre en tête qu'elle est égale à l'homme. Elle est égale à son collaborateur, égale à son ministre. Le ministre est une autorité administrative pour la femme. Ce n'est pas l'autorité pour laquelle auquel il doit être soumis. Il n'y a pas de soumission au travail. Il y a la collaboration et l'harmonie de travail. Et la femme doit mettre ça en tête et s'imposer dans son milieu professionnel comme quoi elle pèse autant que les hommes. Et la femme a un rôle important dans le développement de notre pays. Pourquoi? Déjà, elle joue ce rôle-là, à l'informel la plupart. Parce que comme nous sommes dans un pays qui ne compte aujourd'hui que pour 83 millions d'habitants, 700 compagnies, c'est une folie. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat n'est pas encore à son comble. Donc, les hommes sont dans l'administration. L'administration, tout le monde sait qu'elle ne paye pas. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle? Qu'est-ce qui envoie tous ces bleus blancs que nous voyons dans des rues? Ce sont les femmes qui les envoient à l'école. Qu'est-ce qui envoie les universitaires à l'université? Ce sont les femmes. Dans leur commerce, dans ce qu'elles font, elles éduquent, elles prennent soin de leur famille et elles envoient les enfants à l'école. Donc nous devons créer des cadres pour que ces femmes qui sont déjà en train de développer notre pays soient encadrées. C'est-à-dire on peut essayer d'encadrer le secteur informel de commerce de femmes, leur apprendre l'épargne, leur faciliter à avoir accès à des crédits, à ouvrir des comptes en banque pour épargner leurs fonds. Vous savez que si on demande à la femme qui vend le pain de commencer à épargner 1000 francs congolais par jour ou par semaine, à la fin de l'année, il peut avoir un montant consistant et développer encore son commerce. Donc, nous devons vraiment essayer d'encadrer ces femmes, ça c'est une chose. Et deuxièmement, nous avons plein de femmes qui sont qualifiées, qui ont étudié, mais qu'on ne valorise pas dans notre pays. Moi, je dis qu'on ne peut pas développer un pays sans la moitié de son capital humain. Mais plus de la moitié, les femmes sont plus de la moitié ici. Donc, nous devons faire en sorte que ces femmes puissent avoir leur place dans la société, qu'on engage plus de femmes. On peut dire que peut-être dans le gouvernement, il y a eu beaucoup de... 27% des femmes cette fois-ci. Et aujourd'hui, il y a deux voix qui s'élèvent pour dire que la femme est ennemie à son épanouissement. La femme elle-même est le blocage à son épanouissement. Voilà pourquoi aujourd'hui, la femme est absente dans le développement du pays. Vous, en tant que présidente d'une structure politique qui met aujourd'hui l'accent sur la femme et la jeunesse, est-ce que vous êtes d'accord avec ces voix? Que oui et non. Parce que oui, pourquoi? Parce que la femme congolaise n'est pas solidaire avec la femme congolaise. Les femmes sont solidaires dans tout ce qui est à côté, les pagnes, les deuils, les tromperies de leur mari qui va raconter à tel m'a trompé et tout, des choses un peu qui sont beaucoup plus terre à terre. Mais elles sont moins solidaires dans l'entrepreneuriat, dans la politique. On se tient pour dire voilà, nous sommes les femmes, on se soutient, on est là, on s'impose. Vous savez que le président aura peur de nous. Je vous dis la vérité, le gouvernement, le parlement, ils auront peur des femmes. Si les femmes congolaises s'élevaient comme un seul homme, pour dire homme en grand H, les politiciens de ces pays n'auront qu'à constater la parité. Ils ne vont même pas faire un discours là-dessus. Ils seront obligés de le faire parce que si on touche à ces femmes, on est foutu. Si elles s'élèvent ici, le pays est paralysé. Donc on a intérêt à les voter et à les écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, les femmes, on n'est pas solidaires. Nous passons le temps à entretuer, à critiquer, à s'auto-évaluer, à mettre des barrières, des crocs-en-jambes entre nous. Et ce n'est pas ça que nous avons des filles, nous éduquons nos filles pour que nos filles prennent des places dans ces pays. Nous ne pouvons pas faire subir à nos filles ce que nous-mêmes nous sommes en train de subir déjà. Donc il est temps qu'on change notre façon d'approche, qu'on travaille en solidaire. Vous voyez une femme qui est leader politique, vous la soutenez, vous venez en tant que femme dire voilà, qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce que nous on peut t'amener, qu'est-ce que nous on peut t'apporter. Vous voyez, et ça va beaucoup aider. Le président a fait un bond en politique de mettre 27% dans ce gouvernement. Nous applaudissons, c'est une bonne réalité. Nous remercions la première dame, maman Denise,
qui a aussi milité pour que les femmes se retrouvent au sein du gouvernement. Mais 27% c'est bien, pourquoi pas 50%, nous devons aller plus. Et qu'est-ce qui va nous aider aussi? Ce sont les femmes qui ont été nommées, qui doivent défendre aussi l'honneur des femmes. On les a mis là, elles ont toute la réputation des femmes du Congo derrière leur dos. La façon dont elles vont travailler, ça va aussi aider à avoir un peu plus de femmes dans le prochain gouvernement. Stéphanie Momo, vous êtes d'accord que la solidarité entre femmes, ça reste un casse-tête. Mais est-ce que vous pensez que c'est le défi, parce que c'est un défi majeur qui est d'ailleurs un blocage à l'épanouissement de la femme et à sa contribution pour le développement de la République démocratique du Congo. CRIC aujourd'hui, comment comptez-vous relever ce défi? Parce que votre souci, c'est de voir la femme aujourd'hui se lever, la femme aujourd'hui contribuer dans le développement du pays, mais elle est face à un blocage, elle n'est pas solidaire. Vous, comment comptez-vous relever? Écoutez, nous allons près des femmes. C'est ce que nous faisons. Nous allons beaucoup près des femmes, nous sensibilisons les femmes, les jeunes filles aussi, les universitaires, et pas seulement les femmes, mais les jeunes, parce que tout doit commencer dans la jeunesse aussi. Mais au niveau des écoles, nous sensibilisons les filles, parce que nous voulons vraiment que les filles puissent participer déjà au processus de développement de leur pays, qu'elles prennent conscience à ce niveau-là, qu'elles ont un rôle à jouer pour le développement de notre pays. Nous sensibilisons beaucoup et nous rencontrons des femmes. Je rencontre personnellement beaucoup d'associations de femmes, je vais vers elles, je dis voilà, nous devons nous soutenir. Et j'ai souvent un écho positif par rapport à ça. Donc ça me laisse entendre que dans les prochaines élections, les femmes ont pris conscience qu'il est temps qu'on travaille ensemble et on va évoluer comme ça. Parce que plus on est nombreux au sein du gouvernement, plus on va influencer sur nos décisions et plus nous aurons un développement. Parce que la femme a un sens de responsabilité. La femme est très mature. La femme sait se dépasser en fait. Mettre de côté ses problèmes, ses pleurs pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est une qualité qui est extraordinaire d'une femme. Et c'est ça qu'on veut comme hommes politiques. Des hommes et des femmes qui savent se surpasser leurs propres intérêts pour les intérêts communs. Et la femme a cette qualité qu'on doit maintenant mettre au service de la nation congolaise. Est-ce que vous êtes parfois buté aux problèmes, aux difficultés, lorsque vous êtes face à ces femmes? Et comment vous contournez ces difficultés que vous rencontrez? Parce que ce n'est pas facile devant une femme qui a peut-être qui est âgée de 50 ans, qui regarde d'abord votre âge, qui a une autre perception de la vie et de la politique, de la profession, aujourd'hui qui se retrouve devant une jeune femme que vous êtes, et vous lui apportez ce genre de message. Est-ce que facilement vous êtes accepté? Curieusement, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille, pour commencer. Sinon, en Afrique, on a la chance d'appeler tout le monde maman, d'appeler tout le monde ma fille, ah maman, vous voyez, j'ai un discours pour chaque niveau de femmes. Les femmes de 70 ans, j'ai un discours pour elles, le jeune fait d'université, j'ai un discours, voilà, j'adapte mon discours, voilà, et j'adapte mon approche. Je peux leur dire, ah Yaya, j'appelle grande sœur, j'appelle maman, parce que c'est notre, c'est l'éducation qu'on a en Afrique, qu'on nous a élevés comme ça. Donc ça fait partie des atouts que nous utilisons quand on descend sur le terrain pour avoir les femmes. Mais je suis vraiment souvent très bien accueillie, elles me soutiennent, mais simplement ça reste au niveau verbal. Souvent, c'est ça, comment ramener ce soutien verbal à un acte d'engagement concret au sein du parti, ça c'est encore notre chemin. La plupart, quand vous leur parlez, elles sont émues, elles sont contentes, elles vous soutiennent, elles applaudissent, elles veulent. Mais après, quand il faut vraiment leur faire venir au sein du parti, s'engager, participer à des réunions, donner leur voix, avoir des stratégies ensemble, elles ne sont pas là. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, déjà, l'écoute, c'est bien. On va petit à petit arriver. Mais déjà, CRIC a dans ces plateformes plus de 800 femmes avec qui nous évoluons. Donc, il y a déjà un bon dans ce côté-là que nous avons fait. Et nous avons aussi, mais les hommes sont toujours beaucoup plus nombreux. Okay. Est-ce que CRIC, aujourd'hui, est implanté à travers la République démocratique du Congo? Oui, CRIC est dans les Bandundu. Et nous avons d'ailleurs la présidente de la Ligue de femmes de Bandundu qui est une femme qui représente Bandundu. Et à Matadi, qui est représentée par une jeune dame, une jeune femme, vous voyez, donc il y a des femmes encore là-bas. Et il y a à Beni, à Kisangani et dans le Katanga aussi. Et je crois que ce sont ces provinces-là où nous sommes très bien implantés.
vous envisagez couvrir toute l'étendue de la RDC? Absolument, absolument. Ce qui compte, quand je dis que nous sommes là, ça veut dire que les membres se réunissent et ils ont un programme de travail. Mais nous sommes partout, en fait, dans toutes les provinces. Mais dans toutes ces provinces, on n'est pas encore très bien, on n'est pas déjà structuré. On n'a pas de structure, on n'a que des sympathisants. Alors dès qu'on vient, on a un endroit pour se réunir, on a des membres qu'on a notifiés, alors on se dit qu'on existe là physiquement. Sinon, dans toute la République du Congo, parce qu'on nous écrit de partout dans le pays et dans la diaspora aussi. Un siège qui répond aux normes d'un parti politique, d'où vous viennent les fonds? De nos membres. De nos membres, des cotisations des membres. Et ça, c'était un problème un peu délicat parce que c'est pas facile de créer dans un parti politique avec une nouvelle vision quand on a passé 48 ans de non-gouvernance où la politique était que les présidents du parti donnent l'argent sans compter aux gens, aux membres, distribuent des transports aux gens, distribuent des pain, des t-shirts aux gens. Donc les jeunes, ils ont l'habitude qu'on leur distribue de l'argent, qu'on leur donne de l'argent. C'est ce que les politiciens c'est ce que les politiciens ont ancré en eux. Alors de ce côté-là, moi je suis vraiment fière d'avoir l'alliance avec l'UDPS parce que par l'UDPS, ce sont des partis qui ont une idéologie forte. Et que les gens viennent par rapport à l'idéologie, non pas par rapport au fonds qu'ils doivent recevoir. Nous sommes dans la même logique aussi par rapport à CRIC. Nous voulons que les gens viennent, non pas parce qu'ils auront l'argent, mais parce qu'ils partagent notre idéologie et qu'ils croient en notre programme d'action et ils veulent qu'on évolue ensemble. Et c'est comme ça qu'on est en train de prêcher. Mais des fois, quand on fait sur des descentes sur terrain, des masses, c'est pas facile à faire comprendre aux gens et les gens s'attendent toujours à des transports, toujours à de l'argent. Je leur ai dit pendant 48 ans, on vous a donné les transports. Ça n'a pas évolué les pays. Parce que vous avez le transport, votre enfant aura un transport, votre petit enfant aura le transport. Alors que vous pouvez dire non à l'argent de 2000 francs, 5000 francs de transport, mais vous dites non, moi je contribue au développement de ces pays. Et c'est là qu'il y aura un changement, et c'est là que vous allez sauver votre génération. C'est comme ça qu'on leur demande. On dit, on vous donne des t-shirts, des polos, ça a changé quoi? Mais par contre, si vous avez des projets, vous constituez en coopérative, des projets de développement que nous pouvons apporter par rapport à nos entrées politiques au niveau national et international, on peut vous aider à changer votre vie, votre communauté. Et c'est là qui est le plus important. Et vous, en retour, vous soutenez le parti. Mais c'est ça en fait le challenge, mais bon, déjà je suis heureuse parce que la plupart de nos membres comprennent ça très bien et ça quitte. Par exemple, nos fiches ne sont pas gratuites d'adhésion. Nous savons que si les gens venaient les prendre gratuitement, on sait non, si vous prenez gratuitement nos fiches, vous en aurez pour les 400 partis politiques qui existent gratuitement. Mais si vous savez que vous payez votre fiche d'adhésion, vous n'allez pas acheter ces 400 partis politiques parce que vous savez que c'est mon argent que je suis en train d'investir là-dedans. Et quand vous investissez dans un parti, vous croyez dans ces partis politiques. Et c'est ça que les membres, quand ils viennent ici, ils achètent des fiches. Il y en a à toutes les catégories. Il y a pour les membres sympathisants à 2000 francs congolais. Le membre effectif, c'est à 10 000 francs. Le cadre du parti, c'est à 20 000 francs. Et les membres d'honneur, c'est à 200 000 francs au-dessus. Donc les gens viennent automatiquement trouver leur rubrique et s'y mettent et achètent le. Jeune que vous êtes, femme mariée, vous cherchez à vous imposer aujourd'hui avec votre parti politique. Comment faites-vous la part de choses avec votre ménage et cette carrière que vous aviez embrassée, la carrière politique, être à la tête d'un parti politique qui est aujourd'hui allié à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux? Est-ce que c'est facile pour vous de faire la part de choses? Non, c'est pas facile, mais ce qui est important, c'est de savoir quelles sont mes priorités. Toujours, avant d'être président d'un parti politique, je suis d'abord une mère. Parce que si jamais je meurs aujourd'hui, je vais au ciel, je crois que Dieu me demandera de compte sur les enfants qu'il m'a donnés d'abord et le mari que j'ai épousé. Donc je suis d'abord une mère, je fais en sorte que ma maison soit toujours en paix, en harmonie et bien organisée avant de sortir. Très important. Et aussi, j'ai toujours un dialogue franc avec mon mari que j'ai moi-même choisi, parce que je devais choisir mon mari par rapport à mes ambitions. Très important. Et donc c'est ça. Mais bon, c'est pas facile, mais ça peut se faire avec un mari qui soutient d'abord le développement de la femme. Et avec des enfants, grâce à Dieu, qu'on éduque bien, qui comprennent l'absence des mamans. Parce que ce qui compte dans une famille, ce n'est pas la quantité de temps qu'on passe ensemble, mais c'est la qualité de temps qu'on passe ensemble. Vous avez des femmes au foyer qui passent leur temps au téléphone.
femmes au foyer qui passent leur temps en train de travailler, d'être sur Facebook, de recevoir et tout, qui ne savent même pas c'est quoi le cahier de devoirs des gens des classes de leurs enfants. Il y en a plein. Mais moi, je peux être là, je sais que j'ai des réunions en partie, mais quand je rentre, avant de dormir, je dois envoyer un email au professeur de mes enfants pour demander comment est-ce qu'ils évoluent, est-ce qu'ils ont des petits soucis, où est-ce que je peux m'améliorer, leur trouver quelqu'un pour faire le devoir, suivre bien ce qu'ils sont en train de faire, savoir qu'est-ce que mon mari va manger, comment sont ses vêtements. Donc tout ça, je suis ça. Et quand je suis avec eux, je passe un temps de qualité avec eux, non pas une quantité de temps. Voilà, là vous venez de prouver aux téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre maintenant que c'est possible d'être une femme, mais être aussi engagée dans la politique pour le développement de la République démocratique du Congo. Fanny Mbombo, développement de la République démocratique du Congo et la femme. En 2 mots, qu'est-ce que les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre peuvent retenir, et ça sera votre mot de la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir? Je dirais aux femmes qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes, elles n'ont pas besoin de beaucoup de diplômes pour avoir une valeur ajoutée dans ces pays. C'est la prise de conscience, simplement. 2 mots, 3 mots je crois, prise de conscience du rôle que doivent jouer. Moi j'ai toujours vu ces pays comme une maison en briques avec plein de trous, où il y a des briques, où il y a des trous qui ne seront jamais fermés si vous n'avez pas votre propre brique. Donc il faut se voir pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'une personne qui est capable de développer votre pays. Et c'est comme ça qu'on va développer les pays ensemble. Voilà, merci beaucoup d'être passé dans Horizon Développement, et c'est pour la toute première fois. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à ces numéros qui a eu le plaisir de faire le déplacement vers le cercle de réformateurs intègres du Congo. Merci de votre attention, surtout merci de nous faire parvenir vos questions, vos suggestions, mais aussi manifester l'intérêt des passés dans cette émission qui parle du développement de la République démocratique du Congo. Au revoir et surtout, merci une fois de plus à notre invité. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Diomanana qui est derrière les caméras. Merci à vous aussi, Madame, Messieurs, de l'attention que vous accordez à Horizon Développement. On se retrouve prochainement. Amen.